Donc, avant de redonner la parole au professeur Kobayashi, il y a donc un rituel qui est prévu ici au collège pour nos conférenciers invités, pour qu'ils gardent une trace de leur passage au collège et en gardent un souvenir pas trop mauvais si possible. Donc, je suis chargée de remettre au professeur Kobayashi donc cette médaille du Collège de France. Merci beaucoup. Avec donc vraiment la reconnaissance du collège. Merci. C'est bien. Et je commence. Bon, bonjour, merci. Je ne m'attendais pas à ça, donc j'étais un peu bouleversé. Mais donc c'est le dernier cours. Et la dernière fois, donc, on était à l'acte 2 de cette mise en opéra de l'explication de la culture japonaise de l'après-guerre. Et j'avais préparé les textes pour parler de 3 poètes. Mais en fait, le calcul du temps était très mal fait, ce qui fait que je n'ai parlé que du premier, Yoshimoto Takaaki. Et il restait encore donc 2 poètes dont il faut absolument que je parle, mais je voudrais juste lire un poème du dernier poète programmé. C'était Yoshioka Minoru, pardon, et vous avez le texte dedans. Ça, c'est le texte, un poème du poème 4 moines, moine, publié en 1957. Et c'est un long poème, mais juste, je cite la première partie et la dernière partie. Et donc, 4 moines déambulent dans un jardin. De temps en temps, ils enroulent une étoffe noire en forme de bâton et sans la moindre haine, ils flagellent une jeune femme jusqu'à ce que les chauves-souris hurlent. L'un prépare les repas, l'un s'en va chercher les impies, l'un se masturbe, l'un est tué par une femme. C'est la première strophe. Et puis la dernière, je passe les autres. Et 4 moines quittent la citadelle des boucliers invincibles, comme il n'y a pas moisson de vie, en un lieu plus élevé d'un étage que le monde, ils se pendent ensemble en ricanant. C'est pourquoi les os des 4 hommes dans le même état d'épaisseur que les arbres d'hiver seront morts jusqu'à l'époque où la corde cassera. Bon, bien sûr, un poème très grotesque et énigmatique, mais il faut dire que, bien sûr, il n'y a pas de référent dans la réalité qui corresponde, par exemple, à tel ou tel moine. Ce n'est pas du tout une représentation de la réalité, d'une réalité. C'est une invention purement imaginaire qu'il invente, en quelque sorte, poétiquement, et pour quoi? Pour ouvrir tout un univers poétique à lui. Donc on ne peut pas comprendre ce poème, ce monde, cet univers poétique en pensant, en cherchant dans la réalité à quelque chose qui serait de correspondant. Donc c'est une pure imagination et il avait besoin absolument donc, de cette imagination quelque peu surréaliste. Et je crois que ça marque en quelque sorte le point de départ, en quelque sorte, au moins un des points de départ de la poésie contemporaine du Japon. Et je voudrais en quelque sorte tirer une espèce de leçon à partir de ce poème, de cette œuvre. C'est-à-dire, il convoque, en quelque sorte, il installe 4 moines, 4 figures, disons, comme ça, pour construire
tout un univers. Et cette espèce de la configuration basée sur 4 figures me semble assez importante pour un travail, disons comme ça, de quelqu'un qui veut comprendre une culture. Donc non pas à 2, non pas à 3, mais 4. Donc avec 4 figures, on peut au moins avoir la minimum configuration qui puisse expliquer peut-être une problématique de la culture. C'est un peu mon hypothèse. Et je suis en train de, en quelque sorte, d'essayer cette méthodologie, non pas dialectique à 2 ou à 3, mais à 4 en fait. Mais 4, mais pas comme ça, c'est-à-dire à 4 au même titre, mais 3 plus 1 d'une catégorie un peu différente. En plus, dans la première strophe, très bizarrement, l'un prépare les repas, etc. Donc les premiers 3 font quelque chose. Mais à la fin, l'un est tué par une femme. Dès que le rideau est levé, tout de suite, l'un qui est la figure principale, qui est tué. Et on trouvera que dans la dernière strophe, tous ces 4 moines seront morts complètement. Donc, ce n'est pas du tout un récit de la vie, c'est tout simplement une espèce de configuration, bien, une image, comme un estampe surréaliste de son univers, qui explique, qui lui permet peut-être d'être confronté à ce monde dévasté de l'après-guerre. Alors donc, en fait, si vous me permettez, j'avais pensé un peu comme ça, des choses. J'ai convoqué ici, d'abord, Yoshimoto Takaaki, le premier poète. Et puis après, si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais pu parler d'un 12e poète, c'est Tamura Ryuichi. Et il a écrit quelque chose, il a écrit des poèmes, disons, qui sont consacrés à la verticalité de l'homme, en quelque sorte, la verticalité équilibrée entre son monde fermé et le monde extérieur, en quelque sorte. Donc, entre le soi et le monde, il essaie d'écrire verticalement un poème pour introduire l'équilibre, en quelque sorte. Je ne peux pas rester très longtemps, mais ici, Yoshioka, et ça constitue en quelque sorte une espèce de quadrilatérale, etc., pour en tant qu'une figuration méthodologique pour comprendre la culture. Et si j'avais eu un peu de temps, j'aurais pu expliquer, Yoshimoto était justement, je crois que j'ai suffisamment expliqué que c'était une espèce de haine, c'est la haine qui était l'émotion primordiale, qui est, disons, l'énergie poétique de son univers poétique. Et puis Tamura, c'est la peur, parce que c'est la peur. Parce qu'il a écrit un poème dont le titre c'est L'étude de la peur. Et il dit que c'est vraiment un poème, une œuvre qui le hante, qui le hante vraiment de toute sa vie. Et puis maintenant, j'ai introduit le poète Yoshioka. Son univers est très surréaliste. C'est-à-dire, jusque-là, on peut détecter au moins une émotion primordiale de chaque poète, la haine, la peur. C'était dit très clairement. Mais dans celui-là, dans le poète
Yoshioka, on ne peut pas dire tout de suite qu'il s'agit de telle ou telle émotion. L'émotion est complètement reflée. Donc, c'est-à-dire c'est coupé avec la réalité. Et alors, donc, ça c'est aussi très intéressant de vous expliquer, mais finalement, je crois que c'est la peur, aussi c'est la peur, mais c'est la peur reflée, conjuguée avec une espèce d'humiliation, c'est-à-dire honte, peur, ensemble. Donc, comme ça, avec les trois poètes, on pourrait à peu près indiquer les émotions primordiales de la culture de l'après-guerre, juste en tant que configuration. Ici, c'est ancré quand même dans une émotion très humaine, mais ici, il y a quelque chose, une espèce de coupure qui travaille. Donc, dans le poème de Yoshioka, ce n'est jamais dit directement. C'est toujours quelque chose de purement artificiel, en quelque sorte. Mais c'est pour ça que le poème, la poésie de Yoshioka me sert comme une méthodologie, comme une, comment dire, comme une espèce de possibilité, quelque chose qui me donne une possibilité, possibilité méthodologique de comprendre la culture. Et ici je laisse vide comme ça, mais ça peut être, par exemple, d'autres poètes qui ont écrit des poèmes dans leur rapport aux morts, par exemple, forcément aux morts de la guerre. Je peux convoquer beaucoup de poètes de l'époque, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette espèce une espèce de travail poétique pour comprendre et en même temps pour, comment dire, pour prendre l'équilibre vis-à-vis de la réalité. Alors donc, cette méthodologie de 4 moines, disons comme ça, me hante. Et c'est là, maintenant, je suis en train d'essayer la démonstration de l'efficacité de cette méthodologie en quelque sorte. Donc, il fallait absolument que je mentionne ça. Et puis, je passe au contenu de mon cours d'aujourd'hui. Alors, donc, jusqu'à présent, je cite toujours, je pose en exergue. Jusque-là, j'ai convoqué j'ai fait 2 citations de Michel Foucault toujours, de son cours au Collège de France en 1976. Mais aujourd'hui, non. L'exergue d'aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est toujours le passage de parole, mais c'est le passage daté du 26 février 1964 à l'École normale supérieure, mais dans le cadre de l'École pratique des hautes études. Et je cite. « Comment se fait-il que personne n'ait jamais songé à y évoquer l'effet d'une réaction? Imaginez un tatouage tracé sur l'organe ad hoc à l'état de repos, et pourtant, dans un autre état, sa forme, si j'ose dire, développée. Comment ne pas voir ici, immanent à la dimension géométrale, dimension partielle dans le champ du regard, dimension qui n'a rien à faire avec la vision comme telle, quelque chose de symbolique de la fonction du manque, de l'apparition de fantômes phalliques. » Fin de citation. Bon, bien sûr, c'est Jacques Lacan. Jacques Lacan qui énonce dans le séminaire les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, et il parle de l'anamorphose. Donc, il vient de citer le célèbre tableau de Holbein, Anamorphose, les ambassadeurs, et il mentionne de ce truc phallique qui est là, mais en fait qui est tête de mort, l'anamorphose de tête de mort. Voilà.
Et je voudrais en quelque sorte démontrer à travers le cours d'aujourd'hui que cette analyse lacanienne s'applique très bien à la culture de l'après-guerre qui se situerait à peu près autour de l'année 1960. Donc, enfin, maintenant, je commence. Donc, aujourd'hui, donc, je voudrais commencer par vous présenter 3 pendus et un être mort, une tuée, comme je me réfère toujours à ce poème de Yoshioka Minoru. Donc, 4 pendus, 4 morts, mais entre autres 3 pendus et une femme tuée, pour faire allusion à la méthode de configuration tétrade, en quelque sorte néanmoins, non pas dans un sens poético-métaphorique cette fois-ci, mais dans un sens concret et réel. 1. En 1958, un Coréen résidant au Japon de 18 ans a violé et tué une lycéenne du même lycée à Tokyo. Il se serait avéré qu'il avait tué et violé aussi une femme de 23 ans quelques mois avant. Il a été condamné à la peine capitale et a été exécuté en 1962. C'est ce qu'on appelle l'affaire de Komatsugawa. Deuxièmement, c'est un peu plus tard, du point de vue chronologique, en 1968 et en 1969, un garçon de 19 ans a tué avec un pistolet volé 4 personnes dans 4 villes différentes, Tokyo, Kyoto, Hakodate, Nagoya. Il a été condamné à la peine capitale et a été exécuté en 1997. C'est ce qu'on appelle l'enzoku pistologique, l'affaire de la série des meurtres par le pistolet, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas comment. Donc, 2 pendus à travers l'institution juridique de la peine capitale, que le Japon garde toujours, et dont, je veux dire, j'ai honte encore, et donc 2 pendus. Et le troisième cas est un peu différent. En 1960, en octobre, un garçon de droite de 17 ans a assassiné le chef du Parti socialiste, Asanuma, alors que celui-ci faisait un discours sur l'estrade lors d'un débat politique organisé en vue d'élection. Arrêté sur le champ, il s'est pendu, non pas la peine capitale, il s'est pendu lui-même 3 semaines après dans la prison des mineurs. Donc, 3 pendus. La situation est complètement différente, mais comme 4 moines, au moins 3 pendus. Et 4e, donc une tuée et une morte. En 1960, le 15 juin, une étudiante de l'université de Tokyo de 22 ans, Kamba Michiko, a trouvé la mort écrasée lors d'un violent affrontement entre manifestants et policiers autour d'une des portes du terrain du Parlement, envahie par les contestataires opposés au traité de sécurité nippon-américaine. Voilà donc, je voudrais citer ou convoquer donc 4 morts en quelque sorte, dont les 3 sont pendus. Okay? Et bien sûr, chaque affaire demanderait un examen minutieux, ce que je ne peux pas faire ici. De plus, il existe une grande quantité de documents concernant chaque cas, y compris les œuvres littéraires écrites par les auteurs eux-mêmes. Surtout le premier, le coréen, il a écrit aussi des romans, etc. Le 12e aussi, il a écrit énormément de romans. Donc cet acte, en quelque sorte criminel, est lié vraiment à la littérature. C'est ça ce que je veux insister aussi. Mais pour le moment, je ne peux pas tout traiter
Et puis en plus, il ne faut pas oublier que le premier cas a donné une adaptation à l'écran aussi de cinéastes célèbres Oshima Nagisa, Koshike, Pendaison, etc. Donc il y a toute une culture qui était en quelque sorte résumée en ces actes de mineurs, en quelque sorte. Donc, si bien que cette configuration de poteaux ou des colonnes dressées ou pendues en l'air de l'après-guerre, nous considérerons ici seulement le troisième. Et comme l'auteur s'est suicidé sans entreprendre d'écrire quoi que ce soit, nous allons lire un roman mutilé, je vais expliquer pourquoi, d'Oe Kenzaburo, que celui-ci a écrit en adaptant cette affaire immédiatement après dans le numéro de janvier et de février 61 de la revue Bungakkai. C'est 17 et ensuite la mort d'un garçon politique, Seiji Shounen Shis. 17, le titre japonais, c'est 17. Donc, cependant, en dehors de la première édition de la revue, le second texte, donc ce texte de la mort d'un garçon politique, qui constitue en fait le second volet complétant l'œuvre, n'a jamais été publié en tant que livre. Pourquoi? Parce que à l'époque, la droite a réagi en menaçant l'auteur et en attaquant la maison d'édition. Donc ça fait plus d'un demi-siècle, mais je crois qu'on ne peut pas trouver la traduction même on peut avoir la traduction, par exemple, 17, comme ça, mais ça, il n'y a pas de traduction de deuxième tome, c'est-à-dire de la mort d'un garçon politique. Mais en tout, ça constitue toute une histoire, donc un récit. Donc, en quelque sorte, il y a une blessure qui se marque dans cette œuvre. Alors, donc, je voudrais revenir donc, sur ce roman 17. Ça me semble très intéressant. Donc, imaginons-nous un corps cher né, disons, dans une des nuits de bombardement américain dont j'ai parlé dans le premier cours, par exemple du couplage d'Izawa et de la femme appelée la truie voisine, a pu survivre aux misères de l'après-guerre sans mourir de faim comme Seita et sa sœur, dont j'ai aussi parlé dans mon premier cours. Et sans mourir de faim, donc comme Seita et sa sœur, peut attendre l'année 1960. Il a donc à peu près 17 ans, 17, l'âge où il faudrait prouver son identité, sa raison d'être ou son existence dans la société contre la société. Ce qui nous intéresse ici, ce corps et son destin. Il faut qu'il soit clair que ce qui importe n'est pas la personne concrète et réelle de ce jeune meurtrier de 17 ans, Yamaguchi Otoya, mais encore, en quelque sorte imaginaire, avec lequel n'importe qui de cette génération aurait pu faire communion. C'est pour cela, d'ailleurs, que le roman d'Oe nous est précieux, puisqu'il pratique là, me semble-t-il, une translation ou une traduction ou une interprétation immédiate de cet événement dans l'espace imaginaire. Il essaie de restituer à la réalité son éventuelle structure d'ordre imaginaire, inconscient. Autrement dit, Oe, qui avait à l'époque lui-même 23 ans, à peine sorti de l'université de Tokyo, a apporté à travers ce roman l'analyse étonnamment lucide du destin du corps en plein milieu de la crise de l'adolescence et au seuil de la maturité. Ou plutôt, il faudrait comprendre qu'il s'agissait ici d'une sorte de transfert par l'écriture. En fait, si Oe a sauté sur cette actualité du terrorisme, en quelque sorte, peut déclencher son œuvre littéraire, son écriture, ce n'est pas tant par sa curiosité journalistique ou autre, mais cela vient du fond de sa motivation littéraire elle-même, laquelle lui aurait fait sentir chez ce jeune terroriste une même problématique que celle qu'il avait conçue lui-même depuis son enfance.
il était en quelque sorte son double, son frère, qui, partant de la même problématique, a pu passer à l'acte et à réaliser publiquement leur obscur désir soumis de la chair. Mon intention ici n'est pas d'entamer l'étude de Howe. Néanmoins, je voudrais quand même vous indiquer deux des signes de son identification imaginaire avec le terroriste. D'abord, la peur de la mort donnée comme la profonde origine de cet acte, et deuxièmement, l'anomalie visuelle de nature hystérique en tant que machine à produire des fantasmes qu'il a attribués aux personnes héros de son roman. Or, il est dit, d'après un spécialiste de Howe, de la littérature de Howe, Furubayashi, il est dit que l'écrivain en souffrait beaucoup lui-même dans son enfance, autant que du bégaiement, donc c'est-à-dire quand il est en colère, quand il fixe trop un objet, toutes les choses dans la vie se retirent infiniment au loin et apparaissent réduites, d'après la citation donc, faite par Furubayashi. Donc, c'est-à-dire qu'il transpose en quelque sorte ses symptômes sur ce héros terroriste. Donc, un des signes de son identification imaginaire avec le terroriste. Donc, j'ouvre donc ce roman, cet univers romanesque, donc toujours basé sur la réalité, mais en même temps fictivement, interprété. Tout au début de ce roman, il y a une voix ou une phrase quelque peu énigmatique qui retentit comme une provocation ou une incitation, ou subrepticement une séduction, bien sûr. Et cette voix, c'est « Tu as 17 ans, tu ne veux pas saisir ta propre chair. » Une drôle de parole. 17歳ね、自分の肉を掴んでみたくない? Même pour les Japonais, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire saisir sa propre chair. Et donc, c'est la parole de félicitations pour son anniversaire que lui a adressé son sœur aînée lorsqu'il se savonnait tout le corps dans la salle de bain. Donc, très schématiquement parlant, en effet, tout le long de ce roman, il va s'agir de saisir sa propre chair, nikutai, niku, à savoir de désirer que sa chair soit telle qu'il puisse la saisir, qu'elle soit dressée, érigée et élevée. Donc, la réponse immédiate, tout au début de ce roman, presque naturelle, est la masturbation. Pourtant, il s'avère tout de suite que cela ne lui apporte pas de solution définitive. En sortant de la salle de bain, il se regarde dans la glace. Là est l'impitoyable réalité de sa chair, de son nikutai, de son corps. Je cite, vous avez la citation. « Un grand miroir était fixé au mur de vestiaire attenant. Je découvris mon reflet, seul debout, plongé dans une lumière jaune déprimée. C'était bien Seventeen déprimé. Sur son bas-ventre à peine poilu, son sexe pendait, flappy, avec son prépuce tout ridé, bleu-noir fripé comme une chrysalide, tout moite, imbibée d'eau et de sperme. Tandis que seules les couilles ramollies par l'eau chaude semblaient assez longues pour toucher aux genoux. Voilà qui manquait de charme. Dans le miroir, mon corps éclairé par derrière n'avait plus rien de musculeux. Il n'avait que la peau sur les os. Dans la salle de bain, l'éclairage était flatteur. Maintenant, je déchantais, mortifié. J'ai enfilé mon tricot de peau. Je m'excuse de la grossièreté de l'expression, mais ce n'est pas de moi, c'est de Howe. Donc je vois que, ça, à mon sens, il a adopté exprès ce style grotesque. C'est ça ce que je ne cache pas, en quelque sorte, mon admiration pour un jeune écrivain comme ça, qui a à peine 23 ans, qui arrive à écrire avec un style aussi grotesque, aussi... Je n'ai pas eu une objection, je sais pas... Mais il fallait absolument qu'il écrive avec ce style, hein, pour que ce soit vrai pour un corps de 17, à l'âge de 17 ans. Je crois. Donc c'est ça, en quelque sorte, pour moi, l'authenticité de son écriture, de l'identification corporelle, charnelle avec ce terroriste.
Donc c'est ça la réalité de sa chair, très, très faible, très, très grotesque, rien de grand. Mais la question pour lui et aussi pour nous est donc maintenant de savoir comment faire de cette misérable masse de chair molle pour la faire s'ériger, pour qu'il puisse la saisir. L'écriture retrace l'évolution de sa conscience par une sorte de monologue puérilement hyperbolique, donc grotesque. Comme nous ne pouvons faire état de toutes les étapes, je retiens juste 4 points avant d'arriver au point crucial de sa conversion, de son salut. Donc, premièrement, d'abord, le hasard a voulu qu'il trouve un poignard dans le tas de bibelots de la maison. Il va de soi qu'il constitue un substitut imaginaire de son phallus. Mais dans la réalité, ce terroriste trouve en fait ce couteau, cette épée, un poignard, tout à fait par hasard, ça c'est vrai, mais juste 2 ou 3 jours avant le terrorisme. Donc Oé a déplacé la date de découverte par hasard de ce poignard. Et en second, il confesse que la conscience de soi chez lui est fortement liée à un sentiment de honte. Ça, c'est très important aussi, cette honte. Je cite, « Dès que je prenais conscience de moi, j'avais la sensation que tous les regards du monde se portaient sur moi avec malveillance, mes mouvements devenaient maladroits, comme si toutes les parties de mon corps se mutinaient et de se désolidariser entre elles. J'en serais mort de honte. » Donc il y a au fond une émotion marquée par la honte. Troisièmement, et en même temps, il y a toute une peur de la mort aussi qui logeait au fond de son être. Je cite, « Avant de m'endormir, je fus assailli par la peur. C'était la peur de la mort. J'ai peur de la mort à en vomir. Je suis littéralement en proie à des crises de vomissement chaque fois que je suis terrassé par la peur de mourir. » Fin de citation. En plus, il explique que cette peur de la mort est, je cite, de devoir, après cette vie brève, l'endurer pendant des millions d'années dans l'inconscience, dans le néant. Fin de citation. Donc une peur presque métaphysique, mais il précise le texte, qui lui a causé, pendant le cours de physique, une syncope à l'éveil de laquelle il s'était retrouvé souillé de ses propres excréments et de sa propre urine. Tel est le symptôme que Oé lui attribue en reconstituant le cas. Donc, quatrième, de surcroît, au sein même de son monologue sur la peur de la mort, Oé lui a fait faire une confession particulière, en apparence un peu déplacée dans le contexte, mais au fond d'une importance majeure et que l'auteur lui-même, d'ailleurs, accentue exprès en italique. Ici, la traduction française actuelle, il y a une petite erreur, je crois, donc j'ai corrigé. Lorsque j'ai lu dans le journal que le mariage de prince héritier et mademoiselle Michiko Shoda avait été décidé, je pensais que mademoiselle Michiko allait s'en aller sur une lointaine étoile au bout de l'infini. À cette idée, je sentis une douleur à la poitrine, mes larmes me vinrent et je commençais à trembler de peur. Donc c'est le mariage du prince héritier et Michiko. Donc, il faut comprendre que dans cette reconstruction imaginaire et symptomatologique entreprise par Oé, l'infini, terrifiant de la mort, se substitue par un autre infini dans lequel mademoiselle Michiko va s'en aller en se rétrécissant à l'infini pour disparaître. Donc c'est une espèce de symptôme causé par l'anomalie visuelle. L'espace de la famille impériale Kōshitsu apparaît comme l'équivalent de l'infini de la mort. Donc Shoda Michiko, donc, cette dame, est née en 1934 dans une famille bourgeoise, non du tout aristocratique. Donc elle a presque le même âge que Oé. La décision de ce mariage non traditionnel a été annoncée le 27 novembre 1958 et le mariage impérial a eu lieu le 10 avril 1959. Donc
dans la perspective rétrospective, on pourrait peut-être interpréter ce mariage comme le symbole de la grande réconciliation entre le peuple japonais et le pouvoir impérial, tellement frénétique fut la réaction du peuple. De plus, un peu plus d'un an après le mariage impérial, l'étudiante portant le même prénom, Michiko, aussi belle et aussi intelligente que la princesse, meurt donc dans notre tourbillon politique exacerbé. Donc c'était aussi cette étudiante qui a été tuée en 60 autour ou bien à l'intérieur du Parlement, et elle portait aussi le même prénom, Michiko. Donc, cette double image de Michiko hante en quelque sorte n'importe quel Japonais vivant dans cette période. Donc, à ma façon, cette ligne de discontinuité de deux Michiko s'est gravée profondément dans la topographie de la culture de cette époque. Donc, ainsi, la prédisposition symptomale ou symptomatologique de ce 17 étant donnée, il suffit maintenant qu'il y ait un incident qui lui permette de se révolter du fond de la plus grande humiliation et de renverser toute la logique oppressante afin de frayer une voie de révolte qui renverse la peur. C'est que le seul moyen d'échapper à la peur est de donner la peur aux autres. Et il découvre cette vérité comme sa vérité quand il faisait la claque pour un discours public de chef d'un parti de l'extrême droite devant la gare. Et tout se cristallise avec une parole lancée sur lui des employés qui passaient tout à fait par hasard juste à côté. Et cette voix, un peu comme la voix de sa sœur, il est de droite celui-là, si jeune, un vrai pro. Immédiatement, il y répond, et suivant mon interprétation, comme s'il répondait enfin à la parole de défi lancée par sa sœur le jour de son anniversaire, « Tu ne veux pas saisir ta propre chair ». Je cite. Je me suis brutalement retourné. Je vis le trio d'employés qui m'avaient insulté, paniqué un instant. Oui, c'est ça, je suis de droite. J'ai frissonné, parcouru d'une joie violente et soudaine. J'ai atteint ma vérité. C'est la vérité. Je suis de droite. J'ai fait un pas en direction des trois filles. Elles se sont blotties les unes contre les autres et ont poussé un petit cri de protestation effrayée. Face à elles, que des hommes entourés, je suis demeuré silencieux, posant sur tout un regard de hargne et de haine. Je suis de droite. J'ai pris conscience de cette nouvelle nature en moi qui ne se laisserait plus intimider par le regard d'autrui et ne rugirait plus. Donc, renversement est effectué. Alors maintenant, je donne la peur aux autres. Donc, je n'ai plus peur. À la suite, ce garçon voit à travers son anomalie visuelle le fantasme du soleil d'or conjugué avec le nom de l'empereur. Je cite, « La capitale crépusculaire plongée dans un abîme de ténèbres, avec l'éclat d'une encre veinée de dorure, où apparut soudain un soleil radieux de l'aube. Je me suis dit que c'était l'homme doré, c'était Dieu, c'était Sa Majesté impériale. Tu es un garçon japonais digne de l'esprit de Sa Majesté impériale. Tu possèdes une véritable âme de japonais et tu es un garçon élu. » Donc, l'histoire de élection, réaction est terminée. D'un côté, l'image du soleil va se transférer sur son phallus, et de l'autre, il découvre, dans la bibliothèque du chef de la droite, la maxime qu'il fera sienne, une phrase de l'absolutisme impérial et son influence de Masaharu Taniguchi, ça existe vraiment. Dans la loyauté, c'est une espèce de maxime, dans la loyauté, il ne peut pas y avoir d'esprit individuel. Du point de vue de la construction logique, c'est cette maxime qui dicte, dans un sens, il faut mourir en tant qu'esprit individuel. C'est l'achèvement de la construction logique de l'élection du corps, du dépassement de la peur. S'il est déjà mort, il n'y a pas de lieu pour la peur de la mort.
En d'autres termes, il s'est acquis ainsi un miroir qui ne lui reflète pas son corps réel, misérable et abject, mais qui efface cette image par la lumière elle-même. C'est le regard de l'autre, l'autre en majuscule, tout à fait comme en termes lacaniens, qui le regarde et qui lui dit, en fantasme, qu'il est un garçon élu. Donc, et à la fin de ce roman, à la date exacte du 15 juin 1960, la nuit autour du Parlement, il se trouve là aussi pour attaquer les manifestants de gauche. Et je cite, c'est la fin du premier roman, 17. Ce soir-là, où il prunait, le bruit qui courait sur la mort d'une étudiante avait réduit un instant la foule chaotique au silence. Et les étudiants, trempés de pluie, accablés d'exaspération, de tristesse et de fatigue, observaient le silence. Pendant tout ce temps, moi, j'avais un orgasme de violeur. Moi, le seul 17 au comble du bonheur, durant le massacre devant cette vision dorée. Donc c'est la confession d'un terroriste. Donc, la ligne de double Michiko, cette fois-ci la Michiko qui est morte, qui passe par le mariage impérial et par la mort politique, a traversé ainsi cette œuvre. Donc, dans cette petite œuvre, la ligne de double Michiko est bien marquée. On pourrait ainsi ici ouvrir une petite parenthèse pour examiner de plus près toute une mythologie de l'or, à savoir du soleil étroitement lié au régime impérial. Et pour cela, il serait extrêmement intéressant de comparer 17 avec le pavillon d'or de Mishima Yukio en 1956, l'œuvre qui, partant également de l'événement réel de l'incendie du pavillon d'or survenu en 1950, met en question radicalement la possibilité de l'acte ou le passage à l'acte pour un corps adolescent souffrant, en peine, au seuil de la maturité, puisque ce jeune moine de 21 ans avait un terrible handicap de bégaiement qui était considéré comme une des origines du crime. Donc, je voudrais aussi indiquer juste une chose, que tandis que le pavillon d'or donne une reconstruction très intellectuelle, presque métaphysique, organisée autour de l'idée de la beauté, 17, au contraire, adopte volontairement donc un style burlesque accompagné d'exclamations très vulgaires de jouissance. Donc c'est la comparaison de ces deux chefs-d'œuvre, en quelque sorte, le pavillon d'or de Mishima et le 17 de Oe, est très intéressant. Mais je passe... je crois que je peux pas, je n'ai qu'encore donc un quart d'heure, donc je passe directement donc, à la suite, c'est-à-dire au roman, au deuxième roman, Seiji Shounen Shisu, La mort d'un garçon politique. Donc, sans aucun intervalle, Oe a écrit la suite de 17, La mort d'un garçon politique, dont la publication a incité l'extrême droite à menacer la maison d'édition et à l'auteur. Ce qui fait que, comme je vous l'ai dit, même aujourd'hui, cette œuvre ne compte pas dans la liste des livres ou les œuvres complètes de Oe. Mais pourquoi reste-t-elle bannie, tandis que le premier est disponible sans problème? La situation n'est pas très claire. L'image de l'empereur était déjà fortement liée à l'expérience de l'orgasme dans 17. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce deuxième roman de particulièrement scandaleux? Je ne le sais. Mais je présuppose que, adoptant le point de vue de ce garçon politique, ce roman a révélé dans un sens toute une hypocrisie de l'idéologie de la droite qui ne passe pas à l'acte tout en prétendant à la violence et que, pire encore, la logique de plus en plus radicalement purifiée de l'acte de garçon, au moins dans cette œuvre de fiction, a dépassé largement le cadre de l'idéologie de la droite, puisqu'il aboutit à une idée de pur empereur. Junsui Tenno. Empereur en tant que pureté, dépourvu de toute substance réelle. Il déconstruit en quelque sorte ainsi la logique du nationalisme impérial. En tout cas, dans cette œuvre, le 17 va à Hiroshima pour entraver la conférence mondiale entre les armes nucléaires en attaquant les manifestants gauchistes.
En rentrant, il quitte le parti et il commence à projeter de réaliser seul cet acte terroriste. On ne suit pas cet itinéraire en détail, mais je voudrais relever au moins 3 points. D'abord, Oe a introduit dans cette intrigue une rencontre que le héros fait à Hiroshima d'un écrivain, décrit comme jeune, à peine sorti de l'université, qu'on pourrait interpréter bien sûr comme le double de l'écrivain Oe lui-même. Donc, dans le deuxième roman, Oe, il se présente en quelque sorte lui-même en tant que cet écrivain que terroriste aurait rencontré à Hiroshima. Donc, Oe, bon, il est très lié à Hiroshima, mais c'est 3 ans après, en 1963, que Oe est allé à Hiroshima pour faire le reportage qui donnera ces fameuses notes de Hiroshima. C'est que le héros va menacer l'écrivain qui a dit dans une émission de télévision que les casseurs de droite sont des voyous. La confrontation se fait dans un café, tandis que le garçon menace l'écrivain en disant que, sans excuse de sa part, il allait le poignarder sur le champ. L'écrivain tremble. Le garçon s'enivre en provoquant la peur à l'autre. Pourtant, au bout d'une demi-heure de scène de terreur, la situation est tout à coup renversée, puisque l'écrivain jeune lui déclare qu'il ne se laisserait pas poignarder sans y résister. Bref, résister tout en étant terrassé, c'est la réponse de la part de l'écrivain. En plus, il y ajoute une scène dans laquelle, le jour même, dans un cabaret, So-17 tombe sur l'écrivain complètement ivre-mort, dans un état de chair flappie, fripée, exactement, même abject, parce que, entre parenthèses, c'est révélé comme un homosexuel, etc., enregistrant sa voix dans le magnétophone, je crois que c'était l'habitude de cette époque de l'écrivain Oe, c'est bien que Oe insère subrepticement une seconde mélodie concernant la peur, une autre voix que celle que So-17 a prise. Donc, rester dans cette misère de la chair, du corps, et résister à la violence terrassante. Donc, quand même, résister à la peur, tout en étant terrassé par la peur, mais on peut résister. Néanmoins, paradoxalement, c'est cette détermination inflexible de l'autre qui pousse So-17, le héros de cette fiction, à prendre la décision de passer à l'acte. Deuxième point, c'est que Oe introduit aussi une autre scène dans laquelle So-17 passe un moment très paisible et calme auprès d'une jeune dame paysanne, bouddhiste et enceinte qu'il rencontre dans la ferme où il s'abrite tout de suite après qu'il a quitté le parti. En fait, Oe semble procéder ici à la construction de dispositifs de 4 pôles, en quelque sorte, pour situer la position de So-17. Ce dernier, l'écrivain, cette dame bouddhiste, et un autre membre plus âgé du même parti, de la droite, dont la pensée reste toujours avec les morts de la guerre, plus particulièrement les étudiants recrutés qui ont trouvé morts pendant la guerre. Les voix de l'outre-mer, outre-tombe, Wadatsumi no Koe. Donc, à mon sens, Oe, à cette époque, dans cette œuvre, il construit, pour expliquer les dimensions profondes de cet acte terroriste, il restitue en quelque sorte, en citant donc, le terroriste, cette dame bouddhiste et l'écrivain, et puis un membre du même camp, mais qui est obsédé par les morts de la guerre, en quelque sorte. Donc, ces 4 configurations se trouvent aussi dans l'écriture même de Oe. C'est ce que je veux dire. Donc, dans un sens, l'écrivain lui-même reconstruit une structure de tétrapôle, en quelque sorte, pour situer l'être chair, l'être corps de ce So-17. En plus, l'écriture veut que la veille même du passage à l'acte, So-17 reconnaisse sa réalité de chair flappie et fripée et sexuellement impuissant, toujours en proie à la peur, mais non pas à la béatitude, comme il désire y croire. Pourtant, à l'aube, avec la parole fantasmatique du pur empereur fictif, comme un amalgame du démon
il dit comme ça clairement, de l'empereur Meiji, qui rappelle dans la loyauté, il ne peut pas y avoir d'esprit individuel, il se détermine à passer à l'acte. Donc le roman ne donne pas la description directe de l'acte terroriste, mais il adopte une énonciation de deuxième personne qui s'adresse à ce garçon terroriste, probablement de la part de l'écrivain, pour faire état des photos ou des témoignages d'ailleurs réels de cet événement. Une missive comme une télévision portable, dit le texte. Après, le texte reprend le style monologue de Seventeen, qui raconte le déroulement de l'interrogatoire à travers lequel il insiste toujours qu'il n'y avait que le lien entre l'empereur et lui, qui lui comptait et qu'il refuse toute autre interprétation politique de sa motivation. Donc ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire, si j'ose dire, du corps. Et il se pend. L'écriture note son dernier cri. Donc l'écriture de Oe. Mon château de droite, mon temple de droite, ah, l'empereur, ah, l'empereur, 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 tennoyo, tennoyo, oh, ah. À la fin, donc, il s'adresse directement à l'empereur. Ce yo, l'empereur yo, intraduisible, indique qu'il y a une différence ou une distance qui reste toujours entre l'empereur et lui, une limite de l'identification, ça, je ne sais pas. En tout cas, le voilà pendu, peut-être pas érigé comme il avait désiré, mais toujours métamorphosé à une forme de bâton, c'est la citation du poème de Yoshioka, mais toujours métamorphosé à une forme de bâton ou en phallus, tout à fait comme l'anamorphose qu'on trouve dans le célèbre tableau de Holbein. Bien sûr, ici aussi, il s'agit de la mort ou de la pulsion de mort. Il se peut qu'Oe lui-même l'ait baptisé l'éternel dynamisme de pur empereur. Junsei Tenno no Eikyu Undotai, je ne sais pas comment traduire, mais l'éternel. J'ai traduit Undotai par dynamisme, mais peut-être autre chose sera meilleur, je ne sais pas. C'est aussi l'empereur en tant que phallus qui le ferait naître. Enfin, puisque l'ultime définition que Seventeen se donne était celui qui n'est pas encore né. Donc, il y a tout un problème de naissance qui est là, en fait. On en vient ainsi, enfin, à toucher à une question sous-jacente qui sous-tend en filigrane toute la problématique du corps cher, qui est la naissance. Pour être humain, il ne suffit pas de naître ni d'être. Il faut renaître de ce corps cher. Donc, à la suite, Oe a mis un court coda intitulé « Annonce mortuaire ». Je cite le texte entier. À 8h18, au moment où l'éternel dynamisme de l'empereur pur, Junsei Tenno no Undotai, en descendant à travers la nébuleuse obscure dans un éclaboussement de liquide amniotique, saisit Seventeen au visage mélancolique, dans le cachot voisin, un jeune détenu à la prison de Nerima pour le viol d'une petite fille, eut, paraît-il, les larmes aux yeux à l'écoute de gémissements imperceptibles dus à l'orgasme. Ah, c'est si bon! Adorable, adorable Seventeen! Le policier entre 12 âges qui descendit le corps pendu sentit, paraît-il, l'odeur du sperme. Donc, l'énonciation scandaleuse, parce que finalement, c'est l'écrivain narrateur, en quelque sorte, qui pousse ce cri comme si lui-même était à on ne sait quel orgasme. Parce que c'est « Ah, c'est si bon !» Parce que le Seventeen est déjà mort, il est pendu. Et alors, dans le coda, c'est Oe, ou bien l'écrivain narrateur, qui s'identifie avec ce terroriste pour revivre encore ce moment de la mort, mais en même temps de l'extase. Mais avec cette façon d'écrire, avec ce style, à la fois très lyrique, mais à la fois peut-être très scandaleux, très ironique. On ne sait pas très bien
de quel côté il se situe. Peut-être c'est ça, cette ambiguïté qui est très chère, à mon sens, pour comprendre ce que Oe a essayé de faire à propos de ce corps terroriste. Donc c'est la fin. Donc c'est un drame, non pas de l'esprit, mais de part en part de la chair, Nikutai. C'est une élégie écrite avec une écriture elle-même charnelle, adressée à ce destin funeste et obscur de la chair par le double partageant la même chair. Au-delà de la disparité idéologique en apparence, donc gauche-droite, ce texte témoigne, sinon d'une solidarité, mais au moins du rapport transférentiel de cette chair de Seventeen. Voilà, donc c'est, en ce qui concerne le OE, c'est presque à la fin, mais je peux me permettre encore 10 minutes 5 minutes. Oui, parce que, disons que là, il se trouve que, comme vous le savez sans doute, il y a une leçon inaugurale donc, ce soir. Oui. Et en tout cas, je serais tenue de partir dans... Oui, d'accord. Oui, dans un quart d'heure. Oui. Bon, donc, juste 10 minutes. Hein. Donc, pour ce qui est de cet acte 3, donc, avec un passage d'un philosophe de la fin de l'histoire, Alexandre Kojève, devrait passer, en fait, donc, comme c'était prévu dans le programme. Donc, c'est pour mettre en rapport toute cette histoire avec la description d'Alexandre Kojève pour les Japonais, c'est-à-dire le snobisme japonais. Hein. Donc, je voudrais bien interpréter ce snobisme japonais du Japon de Alexandre Kojève comme quelque chose qui appartiendrait certainement à la dimension rituelle, du rituel, du rite. Mais ça, je passe. Et pour ce qui est de ce qui suit ces 3 premiers actes, donc j'ai présenté à peu près, donc maladroitement, ces 3 premiers actes, mais finalement, je crois qu'à partir de cette année 1960, il y a une espèce de pliage qui, par ce pliage, donc c'est-à-dire la période est pliée en quelque sorte en deux, et puis à partir de là, on entre dans une espèce de l'épanouissement du corps et de chair à travers la danse, le théâtre, la littérature, etc., surtout qui arrive dans les années 60. Mais tout ça, ça se termine, ça s'arrête tout d'un coup au clivage de 1970. C'est mon hypothèse. Donc, à peu près avec le suicide de Mishima Yukio, esthétiquement, en quelque sorte, c'est une répétition esthétique de cette mort de terroriste de Seventeen. Hein. Je crois qu'on peut voir, c'est une espèce de répétition, mais esthétiquement embellie, je ne sais pas comment dire, enjolie, beaucoup plus rituelle, en quelque sorte. Mais avec ce suicide de Mishima et avec aussi l'autodestruction de l'armée rouge, je crois que toute la saison du corps, chair, de Nikutai s'arrête tout d'un coup au seuil des années 70. Et c'est à partir de là qu'on entre dans une autre saison qui serait peut-être une saison de la cité, je veux dire, de la fantaisie, non pas de la pensée. Et puis, je voudrais juste ajouter que ce sera aussi la saison d'un autre corps, c'est-à-dire que la femme. Donc, je vois que le corps de la femme apparaît à partir de cette saison qui commence en 1970. Donc, il y a toute une interrogation à faire sur la femme. Jusqu'à présent, j'ai tout simplement suivi le développement du corps à partir
de la dévastation jusqu'à 17. Hein. Mais après, il faut voir comment le corps femme apparaît dans la culture japonaise. Et encore après, il y a une autre saison, mais ce sera peut-être, moi je dirais, une autre saison, la troisième saison qui commence à peu près à 89 ou bien 95. Ce sera une saison qui serait celle de l'autre que l'être humain. L'être humain, en ce qui concerne le corps en tant que prothèse, machine, couplage du corps et de la machine, un peu comme Walkman, robot, etc., etc. Mais ça, je ne peux pas développer ici. Donc, à la fin, quant à la méthode, donc, à travers ces 4 cours, je suis de plus en plus convaincu qu'il faudrait introduire pour les études de la culture ou des sciences humaines une méthodologie hybride du type classe 4 de la théorie du système complexe, structure et événement, système et émergence en même temps. Il faudrait se servir de cet immense héritage de la pensée française. C'est le moment ou jamais de faire des efforts pour ouvrir une nouvelle compréhension radicale de l'être humain dans une telle crise inouïe. Oui, donc c'est justement le précepte que je me donne ici devant vous, en vous remerciant tous qui avez rendu possible pour moi cette chance infiniment précieuse. Je sens donc dans le profond de mon cœur que cela n'est pas l'aboutissement d'une recherche, mais le nouveau départ marqué, gravé dans ma vie, et donc grâce au Collège de France. Merci beaucoup. Voilà. Bien. Donc, merci encore au professeur Kobayashi alors, de cette magnifique traversée de la chair et du ciel. J'espère donc que le corps, ou sinon les mannes de Michel Foucault donc, ont pu résonner donc, à ce retour de sa pensée qui est passée par l'après-guerre japonais. Et j'ai espoir que donc, ce que nous a proposé le professeur Kobayashi donc, aura un prolongement de quelque façon, puisque, comme je le rappelais il y a 2 semaines en commençant, donc une convention est en train d'être signée entre l'université de Tokyo, donc, que représente le professeur Kobayashi, et le Collège de France. Donc, nous sommes en train d'établir donc une passerelle donc entre Tokyo et Paris. Donc merci encore au mais je ne viens pas tous les ans. Oui, mais enfin bon, disons, grâce à l'espace virtuel et à l'espace informatique, donc les contacts pourront se tisser. Merci encore à vous tous. Bonne soirée. Donc, dans quelques minutes, commencera la leçon inaugurale du professeur Alain Supiot, donc un de nos grands juristes français. Donc, cette leçon est, comme tout ce qui se passe au Collège de France, ouverte au public. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.